Bonsoir, cher patriarche. Oui. Oui, Comment ça va? oui, ça va très bien. Vous-même? Ça va, Dieu merci. Ok, je sens ça dans la voix qui commence à vraiment être stable. Oui. Franchement, Oui, c'est plutôt mhm. avec le rhume hivernal là qui Oui, me oui. fatigue. Oui, ça, c'est saisonnier, donc c'est acceptable. Ah ouais. Oui. Que Dieu nous donne tous la santé. Amen, amen. Merci beaucoup. Ok, Merci, mon frère. ok. Donc, on va vous laisser la parole. Mais- Mhm. Merci pour cette brillante intervention de ce soir. Et franchement, l'intérêt, c'est que on rentre dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord vraiment saluer toute la classe DPV, tous les frères et sœurs, toute la Côte d'Ivoire. Vraiment une attention particulière au président de la République, qui pour moi est devenu un modèle qu'il va falloir vraiment protéger parce qu'il est en train de nous sortir de quelque chose d'extrêmement complexe. Voilà, vraiment, merci à vous pour tout le courage vraiment qui est légendaire. Et moi, je pense que c'est vraiment la force de l'amour qui peut faire ça. Merci et beaucoup de considération et de respect. Je voudrais intervenir ce soir, si vous me permettez d'opiner là-dessus, et par rapport à la redistribution des richesses, qui est devenue une arme de ces opposants, entre guillemets, qui ne cherchent autre chose que de mettre en péril la marche glorieuse de cette Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui mérite vraiment ce progrès. La Côte d'Ivoire qui mérite cette ascension. Nous sommes dans, dans une situation qui va nous apporter beaucoup en termes de plus-value sur les réflexions qu'il faut et le courage que cela demande pour construire la Côte d'Ivoire. Je suis très persuadé, à partir des éléments que nous avons, on ne va pas étaler sur la plateforme pour dire qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a compris ce que c'est que le développement. Le développement, c'est une guerre, c'est une grande guerre. Comme le disait l'autre, c'est la petite guerre, mais la guerre la plus importante, s'extrait de toute forme d'influence négative pour se construire véritablement et profiter de la vie. Et c'est ce qu'on ne veut pas pour la Côte d'Ivoire, surtout qu'on perçoit que c'est un pays qui n'a pas, en tout cas, un pays qui fait l'exception en Afrique de l'Ouest. Nous devons continuer, nous n'avons pas d'autre choix. Et les enfants de Côte d'Ivoire doivent le comprendre. Donc, pour la redistribution des richesses, je pense que nous devons nous armer pour contrecarrer cela. On ne distribue pas les richesses n'importe comment. Et quand vous lisez des auteurs comme Joseph Stiglitz, qui est un économiste qui a fait de beaux jours à la Banque mondiale, qui a été conseiller spécial du président américain Bill Clinton, il a bien expliqué dans l'un de ses ouvrages comment les États-Unis, de façon méthodique, ont pu, n'est-ce pas, arriver à ce libéralisme qu'on considère des libéralismes extrêmement sauvages, qui met parfois en péril les gens qui n'ont pas, en tout cas, assez de force pour vivre, pour supporter les, les affres de cette lutte pour la vie. Mais en réalité, on ne peut pas, n'est-ce pas, redistribuer les richesses n'importe comment. Si on fait cela, on ne peut jamais avancer. Et c'est ce que Laurent Gbagbo, dans son interprétation de la gestion du pouvoir, a fait. Il est venu, il a trouvé des richesses et il a commencé, en tout cas, lui, il avait un but bien précis, se maintenir au pouvoir. Commencer à distribuer aux gens n'importe comment. On ne fait pas cela.
Alors que ceux qui produisaient la richesse, ils les privaient. Il a dit, et tout le monde l'a entendu, je ne vous augmenterai pas d'un sou. Alors, c'est des gens qui n'ont aucune notion de l'économie. Je ne dis pas l'économie que... Il y a un sens, comment on appelle ça, dans l'économie, il y a un aspect au niveau de la production des richesses. Et ça, c'est très important à comprendre. Quand les gens ne comprennent pas ce que c'est que la redistribution des richesses, la production de richesses, finalement, ils n'arrivent pas à gérer certaines masses de richesses qu'ils ont pour pouvoir faire profiter ça à la population. Et les populations en Côte d'Ivoire qui ont le mieux compris cela, ce sont les Jula. Vous voyez, quand vous faites une traite, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous ne jetez pas l'argent n'importe comment. Et vous ne changez pas brusquement votre façon de vivre. Vous allez petit à petit. Vous regardez l'environnement et vous économisez pour vous mettre à l'abri. Et en même temps, vous préparez ceux qui doivent, n'est-ce pas, être avec vous pour pouvoir gérer, à améliorer leur capacité de maîtrise de la richesse. Parce que la richesse, c'est quelque chose de très dangereux. Quand vous avez beaucoup, ça développe en vous une sorte d'orgueil. Et si vous n'avez pas une forte maîtrise de vous-même, vous commencez, n'est-ce pas, à ouvrir toutes les vannes. Donc c'est le gaspillage. Et à la fin, on revient dans un système de crise. Vous savez, les crises, les conséquences, elles sont imprévisibles et elles sont très violentes. Et cela, le président de la République, le premier président de la Côte d'Ivoire a vécu cela. Lorsque la Côte d'Ivoire a commencé à s'enrichir avec le miracle ivoirien, Houphouët-Boigny, par naïveté, a ouvert toutes les vannes. Et les gens ont commencé à piller l'économie et les gens ont commencé à utiliser les richesses publiques de façon désordonnée. À la fin, la Côte d'Ivoire s'est appauvrie et ça a jeté la Côte d'Ivoire dans la chienlit. Et finalement, tous ces opposants qui sont là aujourd'hui ont pu s'engouffrer parce que la Côte d'Ivoire n'était plus gouvernée. Ils se sont engouffrés et finalement, avec le pouvoir, et ils ont fait la même erreur. Et nous, je vais faire l'économie de vous dire tout ce qui s'est passé en termes, n'est-ce pas, d'atrocité. Et Dieu merci, comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, moi je pense que Dieu aime tout le monde, mais la Côte d'Ivoire a le mérite, n'est-ce pas, d'avoir des enfants qui écoutent, n'est-ce pas, plus profondément à l'intérieur d'eux-mêmes, qui se sentent redevables de leur pays et qui se battent. Ils viennent pour aider leur pays. Ça a été le cas du docteur Alassane Dramane Ouattara qui est venu et qui a porté toutes les difficultés. Il a analysé avec ses amis les vrais problèmes du pays. Aujourd'hui, on ne dit pas comment, on ne dit plus comment le RDA a été créé. Pourtant, le fait que le RDA, n'est-ce pas, a été créé par Alassane Ouattara et ses amis, c'était une sorte de mini-révolution, de grande révolution, parce que c'était une rupture de conception de la gestion pour dire au PDCI, nous ne pouvons pas continuer à gérer un pays comme ça. Ça, on ne gère pas la richesse comme ça. Et au plus haut niveau de la richesse nationale, le RDR a présenté son programme. Arrivé au pouvoir, j'ai fait l'économie de tout ce qui s'est passé. Et voilà comment le docteur Alassane Ouattara est en train de faire des merveilles. Comment on gère l'économie? Vous devez créer de la richesse là. Quand vous créez de la richesse, maintenant pour la redistribution, il faut aller tout doucement et éduquer les populations. Les Ivoiriens ne sont pas, pour la plupart, matures. Dès qu'on va ouvrir les vannes, ils vont commencer à faire la fête et oublier que cette richesse-là doit être soutenue par le travail, notre capacité à entretenir cette richesse et aussi de la développer. Mais quand vous regardez le comportement des Ivoiriens, surtout les corps et même les gens du PDCI, ils ne veulent que profiter de la richesse. Mais la création de richesse, les efforts qu'il faut faire pour créer la richesse, non, ils ne veulent pas faire cela. Et là, on ne l'accepte pas. Donc,
que les Ivoiriens, très conscients, écoutent bien ce que nous sommes en train de leur dire. Ce qui est en train d'être réalisé, c'est pour eux, c'est pour leur bien-être. Mais ça ne va pas être distribué n'importe comment et n'importe quand. On va vous apprendre à être des gens responsables, des gens qui sont consciencieux, qui respectent les valeurs humaines et qui se disent que le plus important dans la vie, c'est d'être producteur, de participer à l'enrichissement du pays. Donc, de se mettre au travail, par exemple, qu'on apprenne aux Ivoiriens à prendre au sérieux l'école et l'accès au métier. Il ne faut plus qu'un Ivoirien, quel qu'il soit, accepte d'être dans l'oisivité. Nous devons éduquer nos enfants à cela. Et comme ça, tout enfant ivoirien sera productif. En tout cas, les 80% d'Ivoiriens seront productifs. Et c'est quand on aura atteint cela, ils auront la capacité, n'est-ce pas, de bien maîtriser les enjeux de développement et aussi de réfléchir sur leur vie. Ils ne vont pas jouer avec la richesse. Et dès lors qu'on leur donnera quelques sous, ils seront en capacité, n'est-ce pas, de multiplier cela. Et c'est ce qui crée finalement par le phénomène de nivellement social, parce que les gens auront la capacité de réfléchir et de ne pas accepter n'importe quoi. Ils seront en capacité de gérer tout ce qu'ils auront. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle la redistribution des richesses. Là, en ce moment, les gens, ici en France, même dans les pays développés, les gens n'acceptent pas n'importe quoi parce qu'ils sont éduqués. Ils sont éduqués quand ils ont leur salaire, par exemple. Ils ne vont pas, par exemple, passer tout le temps au maquis et puis gaspiller tout l'argent là-bas et puis après se plaindre pour dire nous ne recevons rien. Donc c'est cette éducation-là qui est devant nous aujourd'hui et je pense que c'est cet effort que le gouvernement doit continuer de faire parce qu'il y a eu beaucoup de réalisations, mais il va falloir encore amplifier cela et je crois que dans quelques années, très certainement dans le dernier mandat du président de la République, ce travail va être fait, en tout cas à un niveau très élevé, et nous allons retrouver beaucoup d'Ivoiriens en capacité de ne plus écouter tous ces fake news et de répondre par le travail, par leur capacité d'être autonome dans la réflexion, et puis de produire à partir de peu de choses, peu de fonds, produire de la richesse, et donc dire que maintenant nous sommes matures, nous pouvons gérer notre pays et nous pouvons protéger notre économie. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas distribuer de l'argent n'importe comment. Je vais vous prendre pour terminer un exemple, et je souhaiterais que des économistes plus experts que nous puissent venir pour discuter de ce que je suis en train de développer, parce que c'est une vraie vérité, et toute nation ou toute communauté qui la pratique arrive toujours à s'en sortir par le haut. Parce que le peuple bien éduqué, le peuple qui a assez de connaissances, aux grandes connaissances, ce peuple-là ne tombe jamais. Et donc, pour conclure, je voudrais dire, l'exemple, il est parti de ma tête. Vous voyez, quand par exemple dans les familles Tchula, les gens viennent, ils quittent leur village, ils viennent dans la grande ville, ils mettent devant, en tout cas, la cour où ils sont logés, ils mettent une table, et puis ils commencent à vendre des beignets. Vous voyez? Dans l'éducation Bambara, Tchula, on vous dit, il faut partir petit à petit. Et quand il commence, on lui apprend à ne pas, n'est-ce pas, confondre bénéfice et comment on appelle ça, je me perds dans mes explications. Il est éduqué de telle sorte qu'il ne confond pas les choses. Et arrivé à un moment donné, il commence à faire des bénéfices. Et ces bénéfices-là, il met une certaine somme quelque part qu'il ne va jamais toucher, quelles que soient les difficultés. Donc, pour être plus bref, parce que on va vraiment, je souhaiterais revenir là-dessus, il faut que les Ivoiriens accèdent, en tout cas prennent au sérieux, en tout cas l'éducation de la population, dans le sens de leur permettre
le renforcement de leur capacité dans la gestion des ressources. Et moi, l'observation que je fais de façon très minutieuse, voilà, je pense que les Ivoiriens ont beaucoup de problèmes avec ça. Et lâcher les sous n'importe comment, ça c'est forcément refaire, en tout cas le second déluge qui a été fait après le premier miracle, c'est-à-dire que tout ce qui est là va s'effondrer. Non, nous n'allons pas supporter cette hécatombe parce que ce serait une sorte de malédiction. Donc, il faut qu'on prépare nos enfants à ça. Les écoles de sciences économiques et autres doivent préparer les enfants à cela. Et moi, j'ai lu, par exemple, une société américaine qui a été créée par des étudiants. Quand on explique, je vois tout de suite la pratique des familles du là en Côte d'Ivoire. Mais comme nos parents n'ont pas été à l'école, ce ne sont pas des choses qui ont été écrites, mais c'est une réalité. Donc, ceux qui aujourd'hui sont en train d'attaquer le président Ouattara pour dire qu'il y a un problème de redistribution des richesses, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. On ne prend pas la richesse pour donner ça n'importe comment et à n'importe qui. Et on a donné des fonds à des gens, par exemple, pour créer des activités en Côte d'Ivoire, qui ont pris ces fonds-là et s'évader, venir en Europe. Mais qu'est-ce que ça a servi à la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ne comprennent pas en réalité que ce qu'ils viennent chercher ici, ils l'ont déjà chez eux. Mais seulement ils doivent prendre conscience que c'est eux qui doivent apprendre c'est eux qui doivent être en capacité de gérer cela et accepter toutes les souffrances qu'il y a dans la gestion d'un fonds ou d'une richesse. Mais aujourd'hui, ça c'est la faiblesse des Ivoiriens. Et cette faiblesse-là est exploitée par les pays de la sous-région. Ceux-là viennent, ils font du n'importe quoi, et puis après quelques années, ils construisent des immeubles. Donc c'est tout ça que le président de la République voit, mais l'éducation d'un peuple, ça demande beaucoup de patience. Il faudrait que ceux qui sont en charge de nous diriger soient forts dans la tête, accepter les critiques, mais ne pas se laisser, comme vous l'avez, l'expression que vous avez utilisée, ne pas se paniquer et aller tout doucement, éduquer les populations. Et c'est comme ça, dans quelques années, vous allez voir la Côte d'Ivoire, même si vous donnez 100 000 francs à un jeune Ivoirien, il est capable de transformer ça en des millions, parce qu'il aura assez de capacités. Alors c'est là que je vais m'arrêter. Et j'espère que ça va ouvrir l'esprit de beaucoup de personnes qui sont actuellement en train de nous écouter. Et je souhaite que ces informations-là puissent toucher toutes les communautés de la Côte d'Ivoire. Dire que ce qui est important, c'est de ne pas écouter les fake news. La réalité, c'est de nous-mêmes améliorer notre vision par l'éducation. Et c'est comme ça que nous allons nous arracher de la pauvreté qui engendre très souvent d'ailleurs des haines qui ne sont pas contrôlées et qui peuvent avoir raison de notre vivre ensemble. Bonsoir, merci. Merci beaucoup, cher douanier. Merci pour ce que vous avez dit. Et c'est ce qu'on appelle la classe éclaireur pro-vérité. Vous venez de donner un cours magistral qui invite d'abord au travail, mais à la capacité des hommes à comprendre ce qu'on doit dépenser et ce qui ne devrait pas. Et ça invite à une sagesse simple. Comment savoir toujours sauvegarder ses bénéfices dans un environnement qui est aussi incertain que le monde d'aujourd'hui. Les événements évoluent vite et les choses sont en train de changer. Que ce soit au niveau des pays, que ce soit au niveau même des personnes, même nous qui sommes à l'aventure, tout le monde est aujourd'hui obligé d'adapter son comportement. Quand tu rentres aujourd'hui dans les supermarchés, tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais tu dépenses plus. Ça veut dire que le monde est en train de prendre une tournure. La chose la plus simple que tout le monde devrait comprendre, il y a une compétition sur les ressources aujourd'hui. Il nous faut avoir des dirigeants qui soient à la hauteur des défis du moment, mais il faut que nous-mêmes, les populations, nous soyons aussi avertis des différents problèmes de notre temps. Je vous prends un exemple. La fin de la semaine passée, le président américain décide de mettre 25%, d'augmenter de 25% tous les produits qui quittent le Canada pour rentrer aux États-Unis. Dans le même temps, il est conscient que cela va augmenter le prix d'achat des produits ici. Mais ce qui a été intéressant dans le jeu,
c'est qu'au soir d'aujourd'hui où je vous parle, le ministre, M. Justin Trudeau, prend une décision. Il dit, nous avons bien compris le message des Américains. Le Canada va mettre en place un programme sur sa frontière avec 1,1 milliard 300 millions de dollars pour renforcer sa frontière avec des hélicoptères, avec des technologies, du personnel, pour pouvoir lutter contre la drogue et contre le passage clandestin. Et en plus de cela, ils vont mettre des spécialistes qui vont lutter contre le terrorisme et assurer les yeux sur la frontière 24 heures sur 24. Et ils vont faire poursuivre cela avec 200 millions de dollars d'investissement. Mais quand le Premier ministre canadien finit de faire ça, mais les deux gouvernements s'entendent. Ils se donnent 30 jours. Ils vont donc travailler. Et ils vont bloquer temporairement les impôts qui devraient être le surplus. Et donc, ils arrivent à un point d'accord. Et c'est ça que le monde est devenu aujourd'hui. Chère population, ne vous trompez pas. Quand vous regardez les dirigeants des grands pays aujourd'hui, il y a un modèle qui est en train de prendre place. C'est que les populations ont besoin de personnes qui peuvent venir pour arracher leurs intérêts. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple Narendra Modi qui est en Inde, quand vous prenez Meloni qui est en Italie, quand vous prenez Donald Trump qui est ici, et quand vous prenez le président actuel du Brésil, vous comprenez que ce sont des personnalités avec un caractère fort qui viennent au pouvoir. Mais posez-vous bien la question, pourquoi ces personnes? Et pourquoi maintenant? C'est parce qu'il y a une course vers les ressources. Et c'est le moment pour nous autres Africains de faire les bons choix. Parce que être capable de savoir ce que je dois faire, ce n'est pas forcément lié à soi-même. Tout le monde ne peut pas être président. Mais si vous partez choisir le mauvais dirigeant que vous mettez à la tête de votre pays, est-ce qu'aujourd'hui, un tel dirigeant en face de Donald Trump et autres, est-ce qu'un Laurent Gbagbo, un Chaka Dian peuvent tenir des débats ou même sauver les intérêts des Ivoiriens? Il faut des gens suffisamment intelligents comme le président Ouattara qui ont une profonde connaissance du monde, qui savent analyser correctement les bénéfices et les conséquences de chaque acte avant de mieux se situer. Et chers Ivoiriens, ne faites pas l'erreur. C'est pourquoi ces élections de 2025 deviennent plus que historiques. Parce que si la Côte d'Ivoire fait un mauvais choix, tous les amis de la Côte d'Ivoire vont lui tourner le dos à jamais. Mais si on fait le bon choix, nous allons devenir une référence. Parce que le temps qu'on a déjà pris sur les autres là, c'est un temps qu'ils ne pourront plus jamais rattraper. Et c'est pourquoi les autres aujourd'hui vous jalousent. Regardez, nous seuls là, on va en courant au Libéria, à la Sierra Leone, en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina, au Ghana. Mais ne pensez pas que les choses vont rester toujours comme ça. Le fait de se satisfaire est une erreur. Et le patriarche nous invite, que ce soit à notre niveau individuel, que ce soit au niveau de nos pays, faisons beaucoup attention, faisons les très bons choix. C'est ce qui va nous sauver nous tous. Vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Et merci à vous aussi. Merci infiniment. Okay.